Ah. Qualifié pour le second tour, on m'a permis de suivre encore cette journée de débat et de conférence avec vous et j'en suis très honoré. Bonjour, bienvenue pour cette seconde journée de travail. Encore beaucoup de pain sur la planche pour cette journée qui commence. Et quand je mesure l'étendue des sujets dont vous vous emparez au cours de ce congrès, je me dis en mon fort intérieur, que j'extériorise d'ailleurs en ce moment, que ce qui se trouve sur la planche, ce n'est ni une baguette, ni une ficelle, mais bien un pain de deux au moins, ou alors un bûcheron. Oui, pour preuve, certaines des thématiques abordées. L'école catholique attendue pour participer à l'humanisation du monde. Waouh! Si ça, c'est pas un défi, j'y connais rien. J'en ai connu des plus faciles. Manger 3 hamburgers de suite, ne pas dire de grossièreté pendant une journée, et encore, c'était pas facile. Mais alors là, mettre plus d'humanité dans ce monde, respect. Je peux vous dire que quand je vais rentrer à la maison et que je vais trouver mon fils sur son portable en train de jouer à Clash of Clans et qu'il va me poser la question « Et toi, papa, c'était bien ?» Moi, en toute humilité, de lui répondre « Tu sais, je réfléchissais avec d'autres à trouver les moyens de participer à l'humanisation du monde. » Alors, je sais qu'il va me répondre quelque chose du genre « Waouh, c'est stylé !» ou alors « Waouh, c'est claqué !» Ce qui est, oui, le grade supérieur de l'engouement. C'est claqué, c'est un petit peu au-dessus. Et alors, aussitôt, de retourner à sa barbarie numérique. Mais alors, si jamais, délaissant quelques instants son écran sur lequel est en train de s'opérer des manœuvres guerrières dont la stratégie efficace consiste à latter la gueule à des villages gobelins, dommage que le général Végan n'ait eu en son époque connaissance de ces manuels pratiques de stratégie militaire. Si jamais, donc, mon fils se montrait intéressé plus avant, au point de me demander « Mais attends, concrètement, là, vous avez trouvé quoi comme soluce pour humaniser le monde ?» Alors, rassurez-vous, c'est très peu probable qu'il le fasse, mais néanmoins, le cas échéant, je pourrais me contenter avec cynisme de lui dire de se concentrer sur ses combats digitaux, l'armistice n'étant pas dans le mode multijoueur, contrairement à la réalité historique, une option envisageable. Je me sentirais peut-être obligé de lui livrer quelques éléments de réponse. Et dans ce cas, dans l'anticipation de cette hypothèse, je vous prierai, mesdames et messieurs, de bien vouloir avoir des débats constructifs aujourd'hui, afin que je puisse rentrer à la maison avec des arguments convaincants et réaffirmer mon autorité paternelle auréolée d'un humanisme circonstancié. Bonne journée et surtout, merci de m'apporter des arguments. Générique. Bonjour mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre congrès. Alors hier, on a essayé de tirer les leçons de la crise sanitaire et de son influence sur le système scolaire. On a réfléchi aux facteurs de résilience, on a tenté de cerner les finalités de l'école et de l'éducation. On a réfléchi à la place primordiale qu'occupe l'établissement avec cette idée forte, celle de la subsidiarité. Et ce matin, eh bien, on va continuer à se pencher sur la notion d'autonomie, sur ses apports, sur ses limites. Et pour ce faire, eh bien, on va voyager, nous allons beaucoup voyager. Dans un court moment, nous rejoindrons en visio Jean-Marie de Ketteleu, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, qui tracera des pistes pour une libération de l'école. J'entends déjà Benoît Séraphine qui prépare sa prochaine intervention. Nous aurons aussi l'honneur d'accueillir Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, qui réagira au débat qui nous occupe depuis le début de ce congrès. Et après la pause, eh bien, nous poursuivrons la matinée avec notre invité de renom qui, hélas, ne peut être présent physiquement à Marseille et que nous rejoindrons là aussi en visio. Je veux parler d'Antonio Novoa, ex-président de l'Université de Lisbonne, ex-ambassadeur du Portugal à l'UNESCO. Et puis, avant la conclusion de ce congrès, nous tiendrons une table ronde. Nous serons alors en compagnie de Francis Brown, qui est directeur des partenariats internationaux au sein de la Fédération des cégeps. Les cégeps, ce sont les collèges d'enseignement général et professionnel au Québec. Et Francis Brown sera invité à débattre et à commenter une série de vidéos avec 3 des membres de la commission congrès du SNEL, Arnaud Patural, Sophie Martinez et Véronique Blondeau. Donc de beaux échanges en perspective avec bien sûr
la possibilité qui vous est offerte de réagir et de poser des questions sur Twitter avec le hashtag SNEL 2022 ou bien par SMS au 07 49 12 69 29. Et sans plus tarder, nous allons rejoindre notre premier invité, un invité qui malheureusement n'a pas pu faire le voyage jusqu'à Marseille et que nous allons rejoindre grâce à la magie d'Internet. Cet invité est docteur en sciences de l'éducation, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain, expert international, auteur de nombreux livres et créateur de la chaire UNESCO en sciences de l'éducation. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir Jean-Marie de Ketteleu. Alors, la crise du Covid est venue bousculer l'école. La pandémie prouve, si besoin était, donc, que les acteurs ont besoin d'agilité, de souplesse et surtout de liberté. Alors, comment libérer l'école et surtout dans quel but? C'est le thème de votre intervention qui sera bien sûr suivi d'un temps d'échange avec la salle. Jean-Marie de Ketteleu, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je me réjouis d'avoir été invité pour le thème de ce colloque qui me semble très, très, très important. Libérer l'école, pourquoi? Pourquoi, dans quel but et comment est évidemment un thème important, comme l'a souligné d'ailleurs l'excellente vidéo que je viens de voir. Je me suis inspiré pour tenter de répondre à cette triple question à de nombreuses sources, dont les principales sont les suivantes. D'abord, 2 numéros de la Revue internationale d'éducation, qui peut-être, comme vous le savez, est une revue qui analyse et confronte des systèmes éducatifs répartis un peu partout dans le monde, dans différents contextes, dans différentes cultures, dans différents régimes politique. Et parmi les numéros, il y en a d'autres évidemment, le numéro d'avril 2020 sur réformer l'éducation, où étaient réunis à Sèvres, près de Paris, une cinquantaine d'experts que nous avions identifiés dans le monde entier, nous a amené des études de cas vraiment passionnantes. Le numéro aussi sur la recherche en éducation et son rôle notamment pour répondre aux défis de l'éducation. Mais aussi 2 ouvrages, les 2 derniers ouvrages d'Alain Bouvier, celui de 2019 sur propos iconoclastes sur le système éducatif français, et sur l'ouvrage qui a suivi sur l'école française, propos d'un oiseau moqueur, d'un mockingbird. J'ai aussi pris en considération le rapport de l'association Évalue UNESCO, dans lequel Bernard Huguenier et moi, avec d'autres, ont écrit notamment des tentatives de réponse aux questions qui se posent sur les futurs de l'éducation, de même que le rapport tout à fait récent, dans lequel a été impliqué d'ailleurs Antonio Novoa, repenser nos futurs ensemble, un nouveau contrat social pour l'éducation, et enfin de très nombreux travaux de recherche sur les politiques éducatives et les transformations, dont ceux de mon collègue Duprier, qui m'a succédé à l'Université de Louvain, celui de Nathalie Mons, de Lessard, de Laverdière et de bien d'autres. Pourquoi libérer l'école? Une première série d'arguments qui rejoignent sans doute les interventions d'Alain Bouvier, de Bernard Huguenier hier, et qui rejoignent aussi les préoccupations qui ont été mentionnées dans la vidéo que nous venons de voir. Ce sont évidemment, d'une part, les changements climatiques qui sont en accélération constante. Ce sont des famines qui, dans certains pays, accroissent la pauvreté, y compris chez nous. Ce sont les migrations avec des conséquences telles que la création de ghettos, l'augmentation de l'hétérogénéité des élèves devant lesquels les enseignants ont des difficultés à faire face. C'est l'innovation accélérée des technologies de l'information et de nouvelles disciplines, dont notamment
l'intelligence artificielle et la science des algorithmes qui posent des problèmes éthiques très graves d'ailleurs. Et ce sont aussi l'augmentation des sectarismes, on en parle beaucoup pour l'instant, avec les fake news, la remise en question des connaissances et notamment la remise en question de la science. Et comme dit le rapport UNESCO récent, ceci entraîne un entrelacement d'exclusion et des ruptures de confiance chez de nombreux acteurs. Eh bien, ce qui veut dire que, comme on l'a encore entendu dans la vidéo, le monde actuel est caractérisé vraiment par l'incertitude que des auteurs comme Asensio et d'autres encore caractérisent comme fondamentale. C'est quoi cette incertitude fondamentale? Une incertitude fondamentale règne dans nos populations, chez les différents acteurs de la société et de l'éducation, parce que, faute d'informations fiables concernant l'avenir, personne ne sait ce qui va se passer et il est donc difficile de fonder des choix, des décisions. Mais aussi incertitude fondamentale parce que les fondements mêmes du monde dans lequel nous vivons semblent ébranlés. Un espace qui est désormais de plus en plus globalisé, comme le souligne l'actuelle crise sanitaire, un espace perçu comme fragile, comme le révèlent les crises climatiques, une accélération du temps dans le domaine des techniques notamment et des changements sociétaux qui s'ensuivent. Une deuxième série d'arguments, pourquoi libérer l'école? Parce que, comme l'a dit Marcel Gauchet notamment, les signaux de rupture de confiance sont de plus en plus nombreux. Des signaux de rupture de confiance chez les parents qui ont peur pour l'avenir de leur enfant et qui vont chercher dans le marché scolaire les établissements scolaires qui peuvent répondre le plus à leur peur concernant cet avenir et qui recourent de plus en plus à l'école de l'ombre. Et on sait très bien que les GAFA, par exemple, tentent de s'enrichir sur la base de ce marché ouvert par l'école de l'ombre. Mais aussi les responsables institutionnels des systèmes éducatifs, eh bien, pour essayer de défendre la réputation de leur système, de leur établissement scolaire, recourent de plus en plus à la hiérarchisation des filières. Et une fois que l'on est dans une filière, comme on l'a dit dans la vidéo, eh bien, on rentre dans le TGV, il faut aller jusqu'au bout de la destination ou alors complètement abandonner. Et aussi, on voit naître un système de plus en plus aigu de sélection, à tel point que, par exemple, le rapport de l'UNESCO parle de frénésie compétitive. Manque de confiance aussi chez les enseignants, manque de confiance dans leur métier, qui entraîne, comme on le voit dans différents rapports récents, une désaffectation des jeunes pour le métier d'enseignant. On parle de 30% de jeunes qui, dans les 5 ans au début de leur carrière, abandonnent l'école. On voit des enseignants qui ont déjà une carrière de plus en plus tentent de chercher d'autres postes, d'autres fonctions, soit à l'intérieur du système éducatif, en devenant conseiller, formateur ou d'autres choses comme ça, voire même chef d'établissement, ou qui fuient le système éducatif pour chercher d'autres postes ailleurs, dont notamment dans l'école de l'ombre, pour ne citer que celui-là. Manque de confiance chez les élèves, comme l'a dit François Dubé, qui ne vont plus d'ailleurs à l'école avant tout pour apprendre, mais surtout pour les occasions de socialisation. Ça a déjà été montré avant la pandémie, ça a été montré de façon plus forte encore lors de la pandémie, où pour certains d'entre eux, surtout ceux provenant des milieux beaucoup plus favorisés, eh bien, c'est la course vers les filières dites royales. On ne libère pas l'école sur la méfiance, sur le manque de confiance. On a besoin de construire l'école avec elle.
Deuxième série d'arguments sur une autre dia, c'est libérer l'école, ça veut dire qu'il faut pouvoir estimer la valeur des opportunités présentes dans l'environnement. Dans l'environnement de l'établissement scolaire, il existe de nombreuses opportunités pour apprendre. L'école n'est pas le seul lieu pour apprendre. Et donc, par conséquent, il s'agit pour les institutions, pour l'école en particulier, d'essayer de voir quelles sont les autres institutions dans leur environnement qui permettent d'apprendre et parfois de mieux apprendre qu'à l'école. Les musées, par exemple, contiennent des ressources que ne possède pas l'école, comprennent parfois des animateurs qui, sur certains thèmes bien précis, sont bien plus performants que ne peuvent l'être, et c'est tout à fait normal, les enseignants. Les centres sportifs présentent des ressources que ne possède pas l'école, ont souvent aussi des professionnels pour développer effectivement certaines compétences liées notamment à la santé et au corps. Il y a des centres ouverts, il y a notamment les occasions offertes par des excursions et de bien d'autres, à tel point que le Danemark, par exemple, a mis en évidence un concept qui devient de plus en plus connu, l'école ouverte. Et donc, une fois que nous avons identifié dans l'environnement les opportunités d'apprentissage qui existent, une deuxième condition, c'est d'estimer la valeur de ces opportunités présentes dans l'environnement interne et externe à l'école. La pandémie, par exemple, a révélé, et je pense qu'Alain Bouvier a dû le souligner, des compétences précieuses au sein et en dehors de l'établissement. En dehors de l'établissement, les institutions que je viens de citer, il en existe d'autres, ont des ressources et des personnes qui ont des compétences très précieuses à ne pas négliger. Évaluer la valeur potentielle des ressources identifiées en relation avec les problèmes à résoudre et les défis à relever nous semble particulièrement important. Il faut se donner le temps pour le faire, pour identifier et estimer la valeur des opportunités présentes dans l'environnement et le faire collectivement. C'est collectivement que l'on pourra faire le mieux ce travail. Une troisième condition, c'est une fois les opportunités identifiées et dont on a pu estimer la valeur, il s'agit de voir quelles sont celles qui sont accessibles. Car toutes ces opportunités ne sont pas nécessairement, non seulement de valeur, mais celles qui sont de valeur ne sont pas nécessairement directement accessibles. Leur accessibilité peut dépendre de plusieurs facteurs et il s'agit d'analyser ces facteurs et le faire collectivement pour voir aussi quels sont les canaux qui permettent de les rendre accessibles, non seulement les ressources, mais les personnes qui permettent aussi de les rendre accessibles. Et il faut de nouveau se donner le temps pour le faire et le faire collectivement. Une quatrième condition, c'est de mobiliser les opportunités de valeur qui ont été identifiées et rendues accessibles, les mobiliser en fonction justement des problèmes à résoudre et des défis à relever ensemble. Et donc, il s'agit de nouveau de se concerter sur le rôle de chacun et sur les bénéfices que l'on peut attendre de la mobilisation de ces opportunités. Et de nouveau, il s'agit de se donner le temps pour le faire collectivement et se faire accompagner autant que possible pour pouvoir mobiliser de façon pertinente ces opportunités. Libérer l'école, comment? Et il s'agit effectivement de travailler
avec les autres instituts et les lieux d'éducation. Il s'agit, comme on l'a très bien montré dans la revue sur réformer l'école, qu'il s'agit de travailler avec les autres institutions et les lieux d'éducation. Il s'agit, comme dit l'UNESCO, d'élargir notre définition de l'éducation. Aucune institution ne peut prétendre pouvoir à elle seule résoudre ces problèmes, relever les défis qui se posent à nous. Des institutions extrascolaires sont performantes en termes de ressources disponibles et de compétences sur certains aspects de l'éducation. Des collaborations sont de plus en plus souhaitables et nécessaires. L'établissement scolaire, me semble-t-il, devrait être au cœur des collaborations, devrait un pouvoir intégrateur pour mobiliser ensemble ses ressources et ses compétences. Le témoignage du ministre coréen lors du colloque international Réformer l'éducation est assez exemplaire. Celui-ci avait permis à des lycées, dans la dernière année de lycée, de permettre aux élèves de terminale de ce lycée de composer eux-mêmes leur curriculum et de mobiliser les ressources pour pouvoir mettre en place le curriculum qu'ils avaient conçu collectivement avec des personnes, des ressources internes à l'école et des ressources externes. Et évidemment, le ministre coréen avait pris la précaution de faire des évaluations et notamment de voir dans quelle mesure cette mise en place des curriculums avait une incidence négative ou au contraire éventuellement positive sur les résultats aux examens nationaux. Et résultat, effectivement, aucune incidence négative et même un léger progrès positif sur les résultats aux examens nationaux. À tel point que le ministre coréen, dans son témoignage, a dit « Le ministère de l'Éducation, dont je suis à la tête, ne doit pas être le ministère de l'enseignement, il doit être le ministère de l'Éducation, parce que l'école n'est pas le seul lieu où l'éducation se fait, le seul lieu où l'on apprend. C'est travailler avec et non pas contre, ni même pour les élèves, ni même pour les enseignants, mais c'est de travailler avec les acteurs, avec les élèves, avec les enseignants, avec les différents acteurs de l'école, avec les acteurs externes. Je me souviens d'avoir été invité au 20e anniversaire des zones et des réseaux d'éducation prioritaires en France, et les organisateurs, qui avaient invité un certain nombre d'experts, avaient consacré la première journée à envoyer les experts dans 2 établissements d'éducation prioritaire. L'un qui n'avait pas des résultats performants, qui ne parvenait pas à améliorer les performances de leurs élèves, et un autre au contraire qui permettait effectivement d'améliorer les résultats. Nous avons tout de suite constaté, rien qu'en rentrant dans l'établissement, qu'on avait affaire à 2 établissements radicalement différents. Dans l'établissement performant, nous étions accueillis notamment par quelqu'un qui disait bonjour aux élèves, qui disait bonjour aux parents qui venaient amener leurs élèves. Nous avons demandé immédiatement de pouvoir rencontrer le chef d'établissement, et le chef d'établissement nous a dit non, c'est pas moi que vous devez rencontrer d'abord. Rencontrez les enseignants. Vous voyez, ils sont dans la salle X là-bas en train de travailler ensemble. Et ces enseignants nous ont dit nous avons la chance extraordinaire, c'est que notre chef d'établissement nous rend la vie possible, nous permet effectivement de nous réunir, nous permet notamment, en cas de difficulté, de faire appel à l'extérieur, nous met dans les meilleures conditions pour le faire.
Et tous les acteurs de l'établissement sont concernés, ont un rôle éducatif. Les personnes de cantine, par exemple, ont un rôle éducatif important et ont le souci de la relation avec les élèves. Et donc, c'est un établissement qui est axé essentiellement sur une relation humaine. Monsieur Kettle, pardonnez-moi de vous interrompre. Le temps file vite parce que c'est évidemment passionnant. Je vous propose qu'on poursuive votre intervention sur un mode interactif avec la salle ici à Marseille. Je vous propose qu'on prenne une première question qui nous est transmise par les membres de la commission Congrès. Alors, une première question. Libérer l'école passe-t-il par la fin du socle commun des connaissances, des compétences et de culture? Doit-on faire sauter ce principe d'égalité? Doit-on préférer la liberté à l'égalité? Alors, beaucoup de questions en une, mais est-ce que finalement, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui a été mis en place en 2005, à l'époque où François Fillon était ministre de l'Éducation, est-ce que finalement c'est un carcan de vouloir transmettre un socle défini de manière assez précise à l'ensemble des élèves? Ayant voyagé beaucoup dans le monde et dans beaucoup de systèmes éducatifs, je constate que chaque fois que l'on a confié à une commission la définition d'un socle de connaissances et de compétences, on est arrivé avec une masse énorme de connaissances et de compétences. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a des connaissances et des compétences socles, mais elles sont beaucoup moins nombreuses qu'il ne paraît. C'est toujours en quelque sorte une surcharge des connaissances et des compétences. Il est clair qu'il y a un certain nombre de connaissances et des compétences, d'outils qui sont nécessaires pour vivre en société, mais elles sont moins nombreuses qu'on ne le pense. Je pense, comme l'a souligné Marcel Gauchet, qu'il faut davantage s'inspirer d'auteurs américains comme John Dewey. John Dewey a un concept important, c'est la capacité distinctive. Il dit la capacité distinctive, c'est ceci. Chaque élève a une capacité qui le distingue des autres. Et le rôle notamment des éducateurs, notamment le rôle de l'école, c'est de permettre à chaque élève de développer au maximum la compétence distinctive, la compétence, la capacité qui le distingue des autres. Mais il ajoute une deuxième condition. Cette capacité distinctive de l'élève, il faut la mettre et contribuer à la faire mettre au service de son groupe. Et il dit que la démocratie ne peut fonctionner que si elle permet de faire en sorte que chacun ait la possibilité de développer ses capacités distinctives et de la mettre au service du groupe, de la communauté, de la société dans lesquelles il insérait. Donc de la singularité au service du collectif, si je vous comprends bien. C'est bien ça. Je vous propose qu'on prenne tout de suite une deuxième question qui nous est lue par Sandrine Bathilde. Est-ce que pour libérer l'école, il ne faudrait pas se libérer des notes, des manuels scolaires et des groupes classes figés? Si, et c'est une deuxième chose qui me paraît extrêmement importante, parce que l'école, et tout particulièrement l'école française, qui a contribué d'ailleurs à la faire naître dans le monde entier, à la populariser dans le monde entier, est ce qu'on appelle la forme scolaire. Qu'est-ce que c'est que la forme scolaire? Elle se caractérise par l'espace, par le temps et par le contenu. Par l'espace. Une classe, c'est un cube ou un parallélépipède rectangle qui est à côté, qui est juxtaposé à côté d'un autre cube, d'un autre parallélépipède rectangle, ou superposés les unes par rapport aux autres. Il y a une juxtaposition et un cloisonnement de l'espace. Mais il y a aussi un cloisonnement et une juxtaposition des espaces-temps, comme si l'apprentissage reposait sur des unités de temps, 1 heure de cours, 50 minutes, 1 heure de cours, qui est juxtaposée et indépendamment
l'une de l'autre avec une autre heure de cours. Mais aussi juxtaposition au niveau du contenu. Un programme de cours, c'est quoi? C'est un ensemble de disciplines indépendantes, juxtaposées l'une à côté de l'autre, discipline qui est elle-même subdivisée en sous-disciplines, souvent d'ailleurs enseignées de façon indépendante l'une de l'autre. Et donc, comme dit l'auteur de la question, il s'agit de libérer l'espace, il s'agit de libérer le temps, il s'agit de libérer le contenu, car le réel n'est pas découpé en tranches. Et donc, d'où l'importance de travailler davantage sur des véritables problèmes, sur des études de cas, sur des phénomènes, et de pouvoir les étudier avec l'apport de contenus disciplinaires très différents. Mais cela demande une révolution de l'identité professionnelle des enseignants, tout particulièrement dans un pays comme la France, où l'identité professionnelle de l'enseignant est basée sur sa discipline, sur la maîtrise de sa discipline qu'il doit transmettre et qu'il doit faire restituer. Alors, c'est le cas différent dans des pays anglo-saxons, et je vais m'arrêter là pour répondre à cette question, où l'identité professionnelle des enseignants n'est pas seulement basée sur la maîtrise d'une discipline, mais elle est basée avant tout sur la capacité à faire apprendre. Et faire apprendre, ça signifie notamment de pouvoir travailler en collaboration. Alors, une dernière question qui nous est lue par Caroline Isoard. Oui. Considérez-vous que la réforme du lycée va dans le bon sens, dans la mesure où elle s'appuie en principe sur les talents scolaires des élèves? Si par talent, s'appuyer sur les talents scolaires signifie de pouvoir permettre de développer les capacités distinctives de chacun des élèves, oui, mais de nouveau, à condition de mettre ces talents des élèves au service du groupe. D'autant plus que l'on sait très bien qu'on n'apprend pas seul. On n'apprend pas seul, l'individu se construit avec l'autre. Encore faut-il pouvoir reconnaître l'autre. Et là, je m'appuie beaucoup sur un auteur que vous connaissez bien, c'est Paul Ricoeur, qui dit que reconnaître l'autre, c'est le situer dans son contexte, dans son histoire, avec ses talents, c'est l'accepter comme tel, c'est le valoriser dans ce qu'il peut apporter, notamment en groupe, et surtout lui manifester des signes de reconnaissance. L'élève a besoin de signes de reconnaissance. Très souvent, il les trouve à travers ses pairs, parfois à travers ses enseignants. Mais il faut aussi montrer des signes de reconnaissance, reconnaître l'autre, c'est-à-dire reconnaître aussi l'enseignant. Et très souvent, l'enseignant ne rencontre pas assez des signes de reconnaissance. Heureusement qu'il y a parfois les élèves. Et je pense qu'il y a souvent un manque de reconnaissance institutionnelle. Il y a très peu de signes institutionnels. Et je pense que bâtir sur la confiance implique que dans l'institution, on soit davantage de reconnaître l'autre et de lui manifester des signes de reconnaissance. Non seulement aux élèves qui ont des talents et qui le mettent au service du groupe, mais aussi des enseignants qui ont des compétences spécifiques et qui peuvent ou devraient pouvoir les mettre au service du groupe, des autres enseignants, de l'établissement, des élèves. Jean-Marie de Kettel, est-ce que vous pourriez nous livrer quelques mots de conclusion pour clore votre intervention? Oui, je dirais que la clé, sans doute, une des clés en tout cas, pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent à nous
et les problèmes vont continuer à naître et on ne sait pas deviner quels seront ces problèmes, tellement le monde est en évolution. Il s'agit de mettre en place un travail collaboratif. Et donc, ça veut dire que dans un établissement, il faut des espaces pour pouvoir permettre ce travail collaboratif. Il faut des moments où les enseignants puissent effectuer ce travail collaboratif. Et je voudrais terminer par une petite enquête que Bernard Hugonnier et moi avons eu l'occasion de faire dans le sud-ouest de la France, où nous avions interrogé des enseignants, notamment des enseignants qui innovaient et qui voulaient continuer à innover. Leur principal grief, disait, c'est la difficulté à innover, parce que les enseignants dans les établissements, on est trop peu souvent habitués à travailler ensemble, et par ailleurs, nous n'avons pas les lieux et les moments pour le faire. Ce sera ma conclusion. Merci beaucoup, Jean-Marie de Ketteleu. Merci à vous d'avoir pris part à notre congrès depuis la Belgique. Nous vous souhaitons une excellente journée.